C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Alors la politique, c'est parfois une comédie, parfois une tragédie, mais hier c'était un western. Face à sa propre majorité, le Premier ministre a dégainé le 49-3 comme les cow-boys leur Colt. Il a tiré le premier pour sauver l'emblématique loi Macron avec cet article sec de 3 chiffres et d'un alinéa ressuscité du caveau de la Constitution et qui a comme vertu celle de l'autorité. Et Manuel Valls, l'autorité, c'est sa raison d'être. Alors on va l'écouter, c'était hier à l'Assemblée et après on en parle. Le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État à 14h30 m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi croissance et activité conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Je ne prendrai aucun risque. Je ne prendrai pas la responsabilité du risque d'un rejet d'un tel projet que je considère comme essentiel pour notre économie. Alors David, et Bruno, c'était de la peur ou de l'autorité? Comme je le disais il y a un instant, l'autorité c'est son truc, Manuel Valls. Évidemment, il y a les deux, mais d'abord c'est, il faut le dire, une forme de panique. Si on regarde le déroulé des faits, l'exécutif, en l'occurrence les équipes de Matignon, l'Élysée et Bercy, suivaient de très près depuis plusieurs jours le comptage des votes sur ce texte. Pas suffisamment, David. Sur ce texte. Pourtant, il le suivait de très près. Il pensait que ça allait passer grosso modo jusqu'à lundi soir. Et puis mardi matin, patatras, il y a un vent de panique qui souffle dans les rangs. Et François Hollande et Manuel Valls, au téléphone, décident de la convocation d'un Conseil des ministres extraordinaire qui donnera à Manuel Valls la possibilité... Et qui tord le bras à qui d'engager le 49-3. Mais jusqu'à 16h15, on essaye de convaincre les récalcitrants. C'est-à-dire qu'au moment où Manuel Valls monte à la tribune, on vient de voir les images, il vient juste de décider d'engager le 49-3 avec François Hollande. Donc oui, il y a eu de la panique, mais d'autre part... il y a eu aussi une stratégie, c'est-à-dire que plutôt de prendre le risque d'un camouflet qui aurait été absolument désastreux s'agissant d'un texte présenté comme fondamental par le gouvernement, eh bien, Manuel Valls a préféré assumer le passage en force. Il y a quand même un péché d'orgueil de la part du Premier ministre, parce que s'apercevoir le mardi matin que ça ne passe pas, alors que le ministre de l'économie lui-même disait que le vote n'était pas acquis pratiquement pendant toute la durée de ces débats qui a duré longtemps, 200 heures, il y a quand même un péché d'orgueil. Ils ont été un peu trop sûrs d'eux, qui était un peu trop sûr de lui. Manifestement, l'esprit du 11 janvier a gonflé certaines chevilles, voire certaines têtes au gouvernement et au sommet de l'exécutif. Et je trouve qu'il y a une part d'impréparation qui est quand même assez étonnante de ne pas avoir au minimum obtenu l'autorisation pour le 49-3 la semaine avant le vote. Et le faire hier après-midi, ça ajoute côté tragicomédie d'un Premier ministre. Dramatisation. D'autant plus, Bruno, que ça a été largement vendu par le gouvernement. Macron avait passé près de 200 heures à traiter, négocier. Je veux dire, il leur avait accordé un certain nombre d'égards. Donc, résultat... il n'a tordu le bras de personne. Et surtout pas des 20 ou 25 fondeurs socialistes qui ont fait un bras d'honneur hier à François Hollande, à Manuel Valls et Emmanuel Macron. Et est-ce que c'est pas le coup de Jarnac, dans le fond, qui s'est joué dimanche soir, quand on a entendu Benoît Hamon, qui est à la gauche de la gauche, qui a quitté le gouvernement, il y est resté 2 ans, et aujourd'hui, il est vent debout contre la politique du gouvernement, et qui dit « je voterai contre ». Est-ce que là, il n'entraîne pas une partie de ses camarades? Je ne sais pas si Hamon a joué un rôle de grand timonier, je dirais, dans la fronde du groupe socialiste. Oui, il a déverrouillé quelques voix, sans doute, mais je ne crois pas qu'il ait joué un rôle fondamentalement moteur. Et puis, il faut quand même souligner que toutes ces petites tactiques, et Benoît Hamon en est le premier promoteur, elles sont essentiellement tournées vers le Congrès socialiste de juin, parce que le coup de force, les socialistes de Valls, dans ce qu'ils adorent, le Congrès, David. De meilleur, la préparation du Congrès et les petites joutes tactiques, effectivement, ce coup de force de Valls, eh bien, elle va réalimenter, je dirais, la gauche du parti qui est susceptible désormais de se poser en alternative sur le thème. Eh bien, vous voyez, le gouvernement nous impose, eh bien, nous allons proposer
d'autres solutions. Tout le monde nous parle du Congrès, que nos téléspectateurs comprennent, parce qu'on leur dit le Congrès socialiste, dans quelques semaines, etc., ou quelques mois, c'est, rappelez-moi la date. Juin. Ah, au mois de juin. Juin à Poitiers. Voilà, donc Congrès socialiste, ça c'est vrai qu'ils ont l'habitude, les socialistes, c'est Solferino qui parle à Solferino. Voilà. Mais expliquez-nous l'enjeu. Écoutez, il y a un congrès du Parti socialiste, et comme à chaque fois, le congrès, c'est une bataille entre les différents courants de la maison socialiste. Alors vous avez l'aile gauche qui aujourd'hui est divisée peut-être en 2 ou 3 chapelles. Vous avez la chapelle majoritaire autour de Jean-Christophe Cambadélis, et donc là, on devrait y retrouver le Premier ministre, peut-être les amis de Martine Aubry, mais ce n'est pas sûr. Ceux de François Hollande, ça c'est plus certain. Donc vous avez comme ça, c'est très compliqué. Surtout le problème, c'est quand ils sont au pouvoir, les socialistes, ils pourraient s'abstenir de jouer le Congrès dans l'hémicycle. Eh bien non, ils continuent dans l'hémicycle, et du coup, on va avoir un gouvernement, Emmanuel Valls en premier lieu, qui est pris en otage par ces querelles de socialistes. Et on a vu qu'hier, c'est quand même ce qui s'est passé, et ça c'est grave, parce que ça ajoute au spectacle pitoyable qu'on a eu hier. Les Français, bon, globalement, je vais vous dire, Roselyne, ça, ils s'en fichent. Oui. Simplement, ils sont consternés par le spectacle et l'image qu'offre le Parlement. J'ajoute que c'est pas terrible, c'est nul pour la gauche, mais c'est pas terrible non plus pour la droite, qui a versé dans la politicaillerie sur un texte. En fait, elle adhère à peu près à tout. Vraiment, elle a, et c'est de bonne guerre, laissé la gauche patauger dans ses divisions, et à l'arrivée, moi je pense que globalement c'est quand même un texte qui est soutenu par une très grande majorité de Français, mais pour qu'il passe, il faut en passer par ce type de 49-3, de vote au forceps, et ça donne un spectacle... je veux dire, mais peut-être que dans l'opinion, c'est l'autorité qui va l'emporter. Alors, l'autorité qu'incarne Manuel Valls, et dans le fond, les Français vont se dire, y compris les Français et aussi les Européens, parce que ce qui est important, c'est ce qui se joue là, et vous allez nous le dire, David, c'est quand même la capacité réformatrice de la France qui se joue. C'est pour ça que le risque du passage en force a été pris, parce que c'est un message à l'intention des marchés, des partenaires européens, de Bruxelles, sur la capacité de la France à réformer structurellement en profondeur, même si en réalité, ce texte, et on l'a dit suffisamment ici, mais il a quand même été assez édulcoré, il est très en deçà de ce qu'il conviendrait de faire. Mais il est quand même d'inspiration libérale. Oui, très clairement. En revanche, si on examine maintenant les écueils qui vont se présenter à partir de ce 49.3 au gouvernement, ça a été dit, il y a les politiques aériennes tactiques du Parti socialiste, il y a la droite qui, ça a été dit par Bruno, effectivement, n'a pas été très glorieuse, je trouve, sur un texte qu'elle aurait pu approuver et que d'ailleurs elle n'a jamais mis en œuvre, enfin, du moins les dispositions quand elle était au pouvoir. Mais quelque part, ce 49.3, il a subitement réveillé la droite. On a vu réapparaître Nicolas Sarkozy, ce tweet. Il y a 140 signes. Bon, on se demandait où il était ces derniers jours. Il est bien là. Il disait quoi? Il n'y a plus de majorité, plus de gouvernement. Ni majorité, ni gouvernement. Il a même retrouvé le chemin du Nini. Vous avez remarqué. Et puis, il y a cette motion de censure de l'UMP qui ne passera pas, bien sûr, mais qui a quand même le mérite de remobiliser et de rappeler qu'il existe une opposition. C'était pas évident. Ça fait des dégâts parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, Manuel Valls, il a un genou à terre, qu'on le veuille ou non, et même si à la télévision, il a fait le matamor en disant j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne pensent pas à l'intérêt général, la vérité, c'est qu'en ayant dégainé, pour reprendre votre mot, le 49.3, il ne pourra le faire qu'une fois, et ça veut dire que d'ici le mois une fois par session parlementaire. Il n'y a pas d'autres réformes. La réforme sur le code du travail, la réforme sur la... Comment il va faire? Mais tout ça, ça veut dire que tout ça est bloqué? Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus de réforme. Ça veut dire que maintenant, s'il y a une réforme d'inspiration libérale comme la loi Macron, et ce qui semble être le cas du texte Rebsamen sur la réforme du droit du travail, il va falloir négocier pied à pied avec les frondeurs et ça va être plus compliqué. Je suis d'accord, c'est pas une mais c'est pas une bonne opération pour le Premier ministre ni pour le Président, c'est évident. En revanche, il faut quand même relativiser. On n'est pas dans la situation d'un Michel Rocard qui, souvenez-vous, l'avait utilisé à 28 reprises parce qu'il n'avait pas de majorité. On n'est pas dans la situation d'un Villepin, qui l'avait... Attendez, mais vous n'y êtes pas, il ne peut plus. Aujourd'hui, la réforme constitutionnelle de 2008 réduit l'utilisation du 49.3 à une seule par session parlementaire. Donc ça veut dire qu'il peut refaire donc en septembre. Il ne peut pas prendre le risque. Il peut pas prendre le risque d'utiliser son 49.3 pendant la session budgétaire parce qu'il peut en avoir besoin pour le coup sur des textes. Oui, mais Rocard l'a utilisé 28 fois. C'est vrai que ça a été changé. C'est pour ça qu'il va le garder sur la session de la fin de l'année. Maintenant, ce qu'il sauve finalement, c'est qu'en réalité, et c'est à regretter, et c'est paradoxal, l'exécutif n'a plus vraiment de grands textes socio-économiques. Le texte Rebsamen. Mais c'est un texte sur lequel il va pas l'abandonner. Les 35 heures, il va falloir négocier
négocier pied à pied. Les 35 heures, on n'y touche pas. Macron l'a encore répété. J'avais cru comprendre que Manuel Valls et Macron étaient pleins de bonnes intentions réformatrices et que là, je ne vois pas comment ils vont pouvoir le faire. Là, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que les réformes pour ce quinquennat-là, à mon avis, sur le terrain économique et social, c'est terminé. Il n'a plus la majorité. Il a perdu le front de gauche en début de quinquennat, dès le début du quinquennat. Il a perdu les Verts à la faveur du remaniement. Et puis là, il vient de perdre quand même une fraction non négligeable de la gauche du Parti socialiste, qui fait qu'aujourd'hui, Manuel Valls ne peut plus réformer sur le terrain économique et social. Alors quand vous dites une fois par session, puisque ça a été modifié, on est d'accord, puisque vous rappeliez que Michel Rocard en avait usé et abusé 28 fois. 28 fois. Maintenant, c'est terminé. Une fois par session, ça veut dire que la prochaine session budgétaire, puisqu'on peut les engager sur le projet de loi de finances et le projet de loi de la financement. Il a déjà été voté, celui-ci, donc voilà. Donc ça veut dire qu'il peut le réutiliser quand, ce 49.3 ? Après le mois de juin. Après le mois de juin. La session lors de la prochaine session. Lors de la prochaine session. 2015-2016. Bon, voilà, mais si vous voulez, ça devient très compliqué. Et puis en plus, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'échéance de 2017, je vois mal le gouvernement passer au forceps sur les prochains grands textes. Et à mon avis, ce qui s'est passé hier signifie que le gouvernement va prendre de moins en moins de risques. Et contrairement à ce qu'a dit Manuel Valls hier, je crois qu'il a beaucoup moins de carburant. Mais est-ce que c'est bon pour l'opinion ? Dans le véhicule de Matignon. Est-ce que c'est bon pour l'opinion ? Parce que c'est pas forcément mauvais du point de vue de l'opinion, parce que d'une part, ce texte, il est populaire. Comme l'est d'ailleurs le ministre de l'économie, et il y a un décalage. Il déverrouille, les Français comprennent qu'on déverrouille. Il y a un décalage en cela entre les réactions de la droite et puis surtout de la gauche. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette demande d'autorité. D'ailleurs, Manuel Valls, il l'a dit, il est passé aux 20h de TF1 mardi soir après sa séance dans l'hémicycle, et il a dit les Français ont besoin d'autorité. Donc il le théorise, il l'assume. Il estime qu'il est dans la poursuite de cette fameux esprit du 11 janvier qui, il faut bien le dire, a pris fin ici. Ça, l'esprit du 11 janvier. Mais ça, l'esprit du 11 janvier, on l'avait dit ici, je pense que François Hollande et Manuel Valls ont sans doute un peu trop tiré sur cette ficelle. Non, mais on voit bien qu'hier soir, aux 20h, il a lié l'autorité également à l'autorité face au terrorisme, etc. Mais Roselyne, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Manuel Valls, je le dis, je le répète, remet un genou à terre, et surtout, dans 5 semaines, il va sans doute mettre un autre genou à terre avec les élections départementales. Donc c'est pas une bonne séquence qui s'ouvre pour l'exécutif, en particulier pour le Premier ministre. Je dirais que ça fait 2 ans et demi que ça dure pour François Hollande. Les mauvaises places. Mais ça va mieux. Le président va mieux, c'est la gauche qui va mal. Ok, merci, et on en reparle bien sûr, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, puisque il y a les vacances. Merci, à très vite.